Un porte-avions américain fait actuellement route en direction de la péninsule coréenne. Plus que jamais, le torchon brûle entre Washington et Pyongyang. Si Donald Trump veut régler ce qu'il appelle le problème nord-coréen, Kim Jong-un promet lui une réponse sans pitié. Larguée par Washington, la mer de toutes les bombes a fait 36 morts dans l'est de l'Afghanistan. Selon Kaboul, toutes les victimes seraient des djihadistes du groupe État islamique. Il n'y aurait pas de victimes civiles. Les Turcs vont-ils accorder plus de pouvoir à Recep Tayyip Erdogan? Le référendum constitutionnel voulu par le président turc a lieu ce dimanche. L'issue de ce scrutin capital s'annonce incertaine jusqu'au bout. Voilà pour les titres. Bonjour et bienvenue sur France 24. Un porte-avions américain fait donc actuellement route vers la péninsule coréenne. Dernier signe en date des tensions grandissantes entre Washington et Pyongyang. Donald Trump a été clair, le problème nord-coréen doit être, je cite, traité. De son côté, Kim Jong-un promet une réponse sans pitié. Charlotte Prudhomme. La Corée du Nord se prépare à la guerre. Les menaces de Donald Trump n'ont pas calmé Kim Jong-un, bien au contraire. Nous anticipons les options les plus agressives et dangereuses que les Américains pourraient envisager. Et nous avons aussi nos options. Nous sommes prêts à contre-attaquer. Donc nous partirons en guerre si c'est leur choix. Jeudi, le président américain avait rappelé sa volonté de traiter le problème nord-coréen et mis en garde Pyongyang. J'ai une grande confiance dans le fait que la Chine saura faire face à la Corée du Nord. S'ils ne peuvent pas, les États-Unis avec leurs alliés s'en chargeront. La Chine, plus proche alliée de Pyongyang, s'oppose au programme d'armement de son voisin, mais veut résoudre la crise en évitant l'escalade nucléaire. Nous appelons les différentes parties à s'abstenir de tout propos et tout geste provocateur, ainsi que toutes sortes de menaces, et à ne pas laisser les choses évoluer dans un sens irréversible et incontrôlable. Peu importe qui provoque une guerre ou des troubles sur la péninsule, il devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. De nouveaux tirs balistiques ou essais nucléaires seraient imminents en Corée du Nord à la veille de l'anniversaire de la naissance de Kim Il-sung, premier dirigeant du pays. Interdits par la communauté internationale, 2 essais nucléaires et de nombreux tirs balistiques ont pourtant eu lieu en 2016. Les Américains ont annoncé l'envoi d'un groupe aéronaval dans la péninsule coréenne. Je vous le disais en titre, 36 combattants du groupe État islamique ont été tués dans l'est de l'Afghanistan, conséquence des 11 tonnes de TNT lâchées par Washington. Selon le gouvernement afghan qui avance ces chiffres, aucune perte civile ne serait à déplorer. Ludovic de Foucault. Vu du cockpit de l'avion qui a largué la bombe, un pan entier de montagne semble disparaître dans l'explosion. La bombe à effet de souffle massif a touché jeudi soir ce que les autorités afghanes décrivent comme un réseau de tunnels et de grottes utilisés par le groupe État islamique dans la province de Nangarhar. Ses habitants ont cru à un tremblement de terre. L'explosion d'hier était vraiment énorme. Quand la bombe est tombée, tout s'est mis à trembler. Je suis sûr qu'ils ont tué au moins 80 combattants de Daesh. Le bilan s'élèverait plutôt à une trentaine de morts dans les rangs du groupe État islamique, même si ce dernier annonce que le raid n'a fait aucune victime. Cette province de Nangarhar, frontalière du Pakistan, constitue la tête de pont du groupe État islamique en Afghanistan. La semaine dernière, de violents combats ont opposé terroristes et forces afghanes soutenues par les troupes américaines. Un soldat des forces spéciales américaines a été tué. À Washington, Donald Trump évoque un nouveau succès. À Kaboul, le commandement américain revendique l'utilisation d'une arme destinée autant à détruire qu'à intimider l'adversaire. Daesh a envoyé des combattants se faire exploser au milieu de manifestants pacifiques et tuer et blesser des centaines de civils innocents. Le mois dernier, ils ont abattu et poignardé des patients couchés dans leur lit d'hôpital. Ce sont des animaux. Pour les talibans qui ont condamné dans un communiqué le bombardement américain, éliminer le groupe État islamique dans la région est le travail des Afghans. L'ancien président, Hamid Karzai, a lui aussi réagi dans un tweet. Ce n'est pas la guerre contre la terreur, a-t-il écrit, mais l'usage abusif de l'Afghanistan comme un terrain d'essai pour des armes nouvelles et dangereuses. Direction à présent la Syrie où des milliers de civils et de combattants ont été autorisés à quitter plusieurs villes en proie au combat. Des évacuations qui concernent 2 localités tenues par le régime, Foua et Kefraya, et 2 aux mains des rebelles, Madaya et Zabadani. En tout, ce sont plus de 30 000 personnes qui doivent être évacuées dans les prochains jours.
Les Turcs se rendent aux urnes ce dimanche. Ils doivent se prononcer sur le référendum constitutionnel voulu par Recep Tayyip Erdogan. Question posée, êtes-vous pour ou contre l'élargissement des pouvoirs du président? À moins de 48 heures du scrutin, le oui et le non seraient toujours au coude à coude. Elliot Samuel. Il motive ses troupes à l'approche du référendum. Recep Tayyip Erdogan jette ses dernières forces dans la bataille. Et alors que l'Organisation pour la sécurité et la coopération européenne a publié un rapport accablant sur les difficultés de faire campagne pour le camp du non, le président turc n'hésite pas à critiquer l'OSCE qui surveillera pourtant le scrutin. Maintenant, ils nous disent que si le oui l'emporte, cela signifie qu'il y aura beaucoup de problèmes. Mais qui êtes-vous ? Tout d'abord, restez à votre place. Ce n'est pas votre responsabilité. Les Turcs sont appelés aux urnes pour se prononcer sur une extension des pouvoirs du président. Et s'il est difficile de faire campagne dans le camp du non, on y croit toujours. Les sondages montrent que le scrutin est toujours aussi indécis. Voter oui au référendum, c'est dire oui au régime d'un seul homme. Cela signifie une attaque contre la démocratie. Le oui veut dire la fin du pluralisme et de la séparation des pouvoirs. Je vois des drapeaux et des posters pour le oui partout. Le camp du gouvernement gâche des millions. Il devrait utiliser cet argent pour augmenter les pensions et les salaires. Ce référendum se déroule dans un contexte sécuritaire particulier. Le pays est toujours sous état d'urgence depuis la tentative de coup d'État de juillet. Et près de 47 000 fonctionnaires, ou journalistes notamment, ont été arrêtés. Et à l'approche de ce référendum capital, des journalistes de notre rédaction Internet se sont rendus sur place. Ils y ont rencontré des Turcs dont la vie a été totalement bouleversée par les lourdes purges lancées depuis juillet dernier. Des portraits exclusifs à découvrir sur france24.com. À Jérusalem, une touriste britannique a été poignardée à mort par un Palestinien. L'assaillant a été appréhendé. Dans la foulée, la police israélienne a annoncé le renforcement des mesures de sécurité dans la ville sainte en pleine célébration de la Pâque juive. Ethan Hadji. Dans le tramway où l'attaque a eu lieu, l'assaillant est rapidement appréhendé par les forces de l'ordre. Selon les services de sécurité israéliens qui ont identifié l'homme, il s'agit d'un Palestinien de 57 ans au profil psychologique très instable. Quelques minutes plus tôt, l'agresseur est monté dans le tramway et s'est précipité sur une jeune femme en lui assénant plusieurs coups de couteau. L'identité de la victime n'a pas été dévoilée, mais selon les médias israéliens, il s'agirait d'une touriste britannique de 23 ans. Lorsqu'on est arrivé, elle était dans un état critique, avec des blessures au couteau sur tout le corps. Nous avons essayé de la ranimer sur place et nous l'avons évacuée. Mais malheureusement, elle a succombé à ses blessures à l'hôpital. Autour du lieu du drame, le périmètre a été bouclé. Les motivations de l'assaillant restent pour l'instant inconnues, mais les autorités israéliennes évoquent un acte terroriste. L'attaque intervient en pleine célébration de la Pâque juive. Des dizaines de milliers de touristes sont attendus à Jérusalem-Est. Nous allons intensifier la sécurité dans la vieille ville et dans toute la zone pour éviter d'autres incidents. Des attaques à l'arme blanche qui se sont multipliées depuis octobre 2015. Même si elles sont moins fréquentes ces derniers temps, ces violences ont déjà coûté la vie à plus de 300 personnes. En France, plus que 8 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, en baisse dans les sondages, Marine Le Pen a été rattrapée par les affaires. Ce vendredi, la justice française a demandé au Parlement européen la levée de son immunité. Cela concerne l'enquête sur des emplois présumés fictifs du FN à Bruxelles. Sur le terrain, la candidate sera ce samedi à Perpignan, où vous allez le voir, le vote frontiste est décomplexé. Karima Kiki. Perpignan est un fief pour le Front National. D'ailleurs, c'est le premier parti politique à Perpignan. Aux dernières élections régionales, c'est le compagnon de Marine Le Pen, Louis Alliot, qui a été élu avec plus de 47% des voix. Perpignan concentre tous les problèmes, à la fois économiques, sociaux. Ils sont excentrés, la ville est excentrée par rapport au reste de la France. Du coup, les militants du Front National ici ne se cachent pas. Ils sont même fiers de dire qu'ils votent Front National. Perpignan concentre, si vous voulez, toutes les problématiques sociales et sociologiques, on va dire,
que le Front National dénonce depuis une trentaine d'années. Perpignan concentre toutes les problématiques, que ce soit le chômage, que ce soit les problèmes liés à l'immigration, que ce soit les problèmes liés à l'emploi, que ce soit les problèmes liés au développement économique, au petit commerce et ainsi de suite. Ah, mais je n'ai jamais eu peur et je n'ai jamais eu honte. J'ai toujours assumé mes idées patriotiques. Au départ, nous n'étions pas nombreux. Dans la fédération, nous avions très peu d'adhérents, très peu de sympathisants. Moi, je peux vous affirmer que c'est un vote d'adhésion et pas un vote contestataire. En se déplaçant à Perpignan demain, Marine Le Pen joue la sécurité. Elle veut également se rassurer. Il faut dire qu'en ce moment, elle stagne dans les sondages. Elle vient chercher ici un second souffle pour sa campagne. Benoît Hamon est élu ce vendredi à Rennes, crédité de 7,5% des voix selon un dernier sondage. Le candidat socialiste va passer plusieurs jours dans l'ouest de la France. Objectif, montrer que sa feuille de route est crédible. Karim Yayaoui a suivi pour nous ce meeting en Bretagne. À Rennes, sur ces terres de Bretagne, Benoît Hamon est venu chercher un peu de réconfort alors que les sondages sont mauvais pour le candidat socialiste. Face à une salle acquise à sa cause, il a tenté de convaincre une nouvelle fois en marquant sa différence avec le candidat qui a le vent en poupe, Jean-Luc Mélenchon. Alors les différences sont claires du côté de Benoît Hamon, c'est lui le candidat européen alors que Jean-Luc Mélenchon emmènerait la France vers la sortie de l'Europe. Un Jean-Luc Mélenchon qui rêve de jeter un regard vers l'Amérique latine et l'alliance bolivarienne, ce sur quoi Benoît Hamon a ironisé. Un Jean-Luc Mélenchon également pointé du doigt parce qu'il appartiendrait à un axe qui mène au Kremlin, tout comme les deux autres candidats que sont Marine Le Pen et François Fillon. Benoît Hamon a accordé une place importante aux questions internationales pendant ce long meeting à Rennes. Évidemment, du côté des militants, les avis sont partagés. Un certain nombre d'entre eux imaginent encore que les sondages se trompent, que le candidat socialiste peut créer la surprise. Mais du côté d'un certain nombre de socialistes de longue date présents dans la salle, eh bien, les choses risquent d'être compliquées parce que Benoît Hamon a reçu beaucoup de coups de couteau dans le dos. Sa campagne a commencé après une primaire beaucoup trop tardive et évidemment certains considèrent que le vote utile lui a fait beaucoup de tort. Et puis il y a aussi un certain nombre de gens qui se sont déplacés pour se faire une idée parce qu'ils n'ont pas encore choisi quel sera leur candidat. Ce meeting de Rennes marque le début d'une série de déplacements dans l'ouest de la France qui iront notamment d'Angoulême à Guérande en passant par Bordeaux avant de s'achever du côté de Toulouse pour un grand meeting, une série de déplacements où Benoît Hamon entend se confronter au vécu parce qu'évidemment pour lui les meetings ce n'est pas suffisant. En tout cas une dernière ligne droite où le candidat socialiste va jeter ses dernières forces dans la bataille. Voilà pour cette page consacrée à la présidentielle française. Tout autre chose à présent, il est autonome en énergie propulsé à l'hydrogène et aux énergies renouvelables. Le catamaran Energy Observer a bien été mis à l'eau ce vendredi à Saint-Malo. Pour ce Solar Impulse des mers, le programme des prochaines semaines est simple. C'est un tour du monde qui l'attend. Regardez. 30,50 m de long, 12,80 m de large, le catamaran Energy Observer est enfin mis à l'eau dans le port de Saint-Malo. Le bateau est capable de produire son propre hydrogène par électrolyse à partir de l'eau de mer grâce au couplage des énergies renouvelables. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir atteindre l'autonomie énergétique. Donc la grosse équation des énergies renouvelables, c'est son intermittence. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de vent, quand il n'y a plus de soleil. Nous, à bord, on a embarqué une chaîne de production complète d'hydrogène qui va nous permettre, voilà, quand on est la nuit ou qu'il y a une forte couche de nébulosité, de pouvoir continuer à avancer et de continuer à parcourir le monde. Après une série d'étapes en France jusqu'à la fin de l'année, Energy Observer appareillera pour une odyssée du futur de 6 ans, un tour du monde sans émission de CO2. À bord, 130 mètres carrés de panneaux photovoltaïques, 2 éoliennes à axe vertical, une aile à traction intelligente, le tout pour alimenter 2 moteurs électriques convertibles en hydrogénérateurs. À l'origine, le navire était un catamaran de course construit en 1983 au Canada qui a remporté de nombreuses compétitions. Sa transformation en Energy Observer a mobilisé une 50aine de personnes depuis 2015. Et si vous souhaitez voir le bateau de vos propres yeux, sachez qu'une escale inaugurale aura lieu à Paris début juillet. France 24 est partenaire de cet événement.
C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 minutes pour un nouveau journal. À tout à l'heure.